Une semaine après la sortie du 3e épisode, on profite de ce week-end sans match pour enchaîner avec le 4e épisode de Que sont-ils devenus? Au programme aujourd'hui 12 joueurs passés par l'OM à différentes époques, avec notamment un focus sur Valbuena, Nagatomo, Rekik, Fletcher et Paolo De Ceglie, comme vous avez pu le voir à la miniature, mais aussi d'autres joueurs dont on se souvient un peu moins. Comme d'habitude, je vous invite à me faire vos suggestions pour les prochains épisodes en commentaire, j'en tiens en compte un maximum et je voulais déjà vous remercier pour les nombreux noms que vous me proposez à chaque épisode, je les rajoute dans ma liste à chaque fois, alors n'hésitez pas à continuer de me donner vos idées. On commence cet épisode par un focus sur Jonathan Pitou, qui était considéré comme l'un des jeunes les plus prometteurs du centre de formation. Le milieu offensif avait tapé à l'œil de Sampaoli, qui avait décidé de le convoquer pour le match contre Galatasaray en Europa League, alors qu'il n'avait que 17 ans. Par la suite, il avait fait une apparition sur le banc face au PAOK Salonique en Conference League sans entrer en jeu. Sa carrière olympienne se résume finalement à ces deux apparitions, aux belles choses qu'il a montrées en équipe de jeunes et également avec les jeunes de l'équipe de France. Le club décide de ne pas le conserver à l'été 2022, une décision difficile à avaler pour Jonathan Pitou comme il le confiait récemment dans un entretien pour La Casa d'Issé. Par la suite, il a eu des touches avec plusieurs clubs italiens mais qui voulaient d'abord le faire jouer en Primavera, une perspective qui ne tentait pas le protéger de Dimitri Payet qui voulait jouer en professionnel pour prendre de l'expérience. En suivant cette logique, quelques mois plus tard, Pitou s'engage à Pro Patria en Série C, un championnat qui est professionnel contrairement à la D3 française. Pour sa première saison, il joue 24 matchs au total en étant très rarement titulaire. Il a débuté seulement 4 matchs, mais il termine malgré tout sa saison à 4 buts et une passe D en entrant souvent en cours de match. Cette saison, il est régulièrement titulaire depuis l'arrivée de Ricardo Colombo sur le banc, 5 buts et 4 passes D en 30 matchs comme second attaquant. Il lui reste un an de contrat avec Pro Patria, et comme ça fonctionne globalement bien pour lui, j'imagine qu'il voudra trouver un challenge dans une division plus haute. Il a rempli son objectif, à savoir engranger du temps de jeu pour prendre de l'expérience. Quoi qu'il en soit, il n'a que 19 ans, mais son choix de carrière a été payant en se relançant en Série C pour effacer la déception de son départ de l'OM. Il peut en tout cas compter sur le soutien de Dimitri Payet, avec qui il est toujours en contact et qui lui donne de précieux conseils. On enchaîne avec Dmitri Sitchev, qui avait rejoint l'OM en 2003 après avoir été éclatant avec le Spartak Moscou et être devenu le plus jeune joueur de l'histoire à jouer un match avec l'équipe nationale russe. Surnommé le Michael Owen russe, Sitchev passera 2 saisons au club sans être un titulaire indiscutable et sans confirmer toutes les promesses placées en lui. On retiendra son but qui nous qualifie en Ligue des Champions face à l'Austria Vienne à l'été 2003, le seul but de la double confrontation. En dehors de ça, il avait bien commencé sa saison en marquant contre Nice et Le Havre, mais par la suite il a été beaucoup moins prolifique. Au total, il a joué 44 matchs pour 7 buts et une passe D avant d'être transféré au Lokomotiv Moscou pour environ 4,5 millions. Un retour au pays qui a été payant parce qu'il est devenu un joueur incontournable puis le capitaine de l'équipe, 267 matchs pour 92 buts et 38 assists en 10 saisons. À partir de 2013, il va enchaîner les piges en étant d'abord prêté au Dynamo Minsk en Biélorussie pendant 6 mois, puis au Volga Novgorod pour la première partie de saison 2013-2014 mais sans marquer le moindre but, et pour finir, un nouveau prêt à Oktyepes au Kazakhstan avec un petit but au compteur. À la fin de son prêt kazakh, Sitchev est sans club pendant un an avant de s'engager avec le Kazanka Moscou en 3ème division russe pour la saison 2017-2018. Une petite saison seulement en marquant un but en 20 matchs et de se retrouver une nouvelle fois sans club à l'été 2018. Alors que sa retraite semble clairement se dessiner, il s'engage avec le club arménien du Pionik Erevan avec qui il ne jouera pas le moindre match. Il annonce finalement sa retraite en décembre 2019 après avoir joué plus de 400 matchs et marqué quasiment 140 buts. Beaucoup plus récemment maintenant, Amadou Dia faisait partie des jeunes prometteurs du centre de formation. Si mes souvenirs sont bons, on a eu du mal à le convaincre de signer professionnel, mais il a finalement signé pro à l'été 2019 en même temps que Marley Ake. À Marseille, il s'est souvent entraîné avec les pros, il n'a jamais joué de match officiel à l'OM et son parcours s'est limité à une vingtaine de matchs avec l'équipe réserve. Lors du mercato d'été 2020, il demande à être prêté pour gagner du temps de jeu. Le club décide de le prêter au FC Dordrecht en 2ème division néerlandaise, mais le prêt va tourner au fiasco puisqu'il n'a joué aucun match. Il a fait quelques apparitions sur le banc et une blessure va rendre son expérience néerlandaise encore plus compliquée. La décision décide de le libérer à l'été 2021. Pour rebondir, le gardien fait son retour à l'AS Saint-Priest en N2, un club qu'il connaît bien pour y avoir déjà joué en équipe de jeunes. Un bon choix de sa part parce qu'il arrive dans la peau d'un titulaire indiscutable, un statut qu'il va maintenir pendant une saison et demie en jouant 44 matchs au total. À la fin de la saison, Saint-Priest est relégué en National 3. Amadou Dia décide donc de s'engager avec le Thonon-Evian Grand Genève FC en N2. Il n'a été titulaire qu'une seule fois sous les ordres de Brian Bergogneau, mais par la suite il a été absent du groupe jusqu'à début février. Peut-être qu'il était blessé mais j'ai pas trouvé l'information. Depuis son retour, il est barré par la concurrence de Modiba qui est toujours titulaire. Seulement 2 matchs au compteur avec une titularisation et une courte entrée en jeu d'1 minute il y a 2 semaines.
Yuto Nagatomo n'a lui passé qu'une saison au club en 2020-2021, arrivé libre après son départ de Galatasaray pour être la doublure d'Amavi et apporter son expérience du haut niveau, lui qui a joué à l'Inter pendant de nombreuses saisons. À Marseille, il aura joué 29 matchs au total, dont 23 comme titulaire. Il n'aura pas été très convaincant, même s'il a tout donné et qu'il n'a jamais triché. Il est parti libre à l'été 2021 puisqu'il n'avait signé que pour un an. Il a retrouvé un club 2 mois plus tard en s'engageant avec le FC Tokyo, un club où il avait déjà joué entre 2008 et 2011. Il est indiscutable depuis son arrivée, en dépannant souvent comme arrière droit également. Il joue une trentaine de matchs par saison et pour l'instant il est toujours aussi important à 37 ans. Son contrat prend fin en janvier 2025, à voir s'il va rempiler ou s'il décidera de mettre fin à sa riche carrière au sein du club qu'il a lancé en pro. Lui qui a joué 146 matchs avec sa sélection, qui a participé à 4 Coupes du Monde et qui a joué quasiment 500 matchs en club. Ceux qui suivaient déjà l'OM en 2004 se rappellent forcément de Sergio Coque. L'attaquant espagnol de Malaga signe à l'OM au mercato d'hiver 2004, d'abord prêté puis définitivement marseillais à l'été 2004 en échange d'une indemnité d'environ 700 000 €. Son passage à Marseille ne sera pas franchement mémorable, 6 buts en 54 matchs avant d'être prêté au Sporting pour 6 mois, l'occasion pour lui de mettre un doublé face à Gil Vicente, mais c'est à peu près tout. À son retour, l'OM le vend à l'Aris Salonique pour 1 million €, un choix payant parce qu'il va réussir à rebondir là-bas en jouant 176 matchs pour 39 buts et 25 passes D en cette saison, et en portant le brassard à quelques reprises aussi. Il quitte le club en 2011 et à partir de là, il va enchaîner les piges dans différents clubs, d'abord au Dynamo de Houston puis au Rayo Vallecano avec un seul but à chaque fois. Après, il a signé à Bakou en Azerbaïdjan le temps de mettre 4 buts en 15 matchs, puis une courte expérience à Jan Regensburg en 3ème division allemande. Après, il poursuit sa découverte de différents championnats en jouant 1 an et demi au Blooming Santa Cruz en Bolivie. Il découvre aussi le championnat indien en signant à Northeast United pour 2 mois avec 4 buts et 4 assists au compteur. Les courtes expériences s'enchaînent beaucoup et la fin de carrière ne va pas déroger à la règle. Son retour en Grèce à Veria sera encore plus court, 3 semaines au total sans avoir joué la moindre minute, avant de faire un court retour à l'Aris Salonique le temps d'une saison, encore une fois sans jouer. Il prend sa retraite en septembre 2017 après 1 an sans club et la suite sera beaucoup moins drôle. Il a été condamné à 6 ans de prison pour avoir reconnu être à la tête d'un important trafic de drogue. Il a d'ailleurs récemment accordé un entretien au Canal Football Club en expliquant qu'il devait payer pour ses actes, en précisant aussi qu'il avait vu beaucoup de maillots de l'OM en prison. A priori, il est en liberté conditionnelle et attend de savoir s'il devra retourner en prison ou non. Roca était lui considéré comme une solution potentielle à nos problèmes de latéral gauche puisqu'il avait montré de bonnes choses quand il était au centre de formation. Il n'a finalement joué que 5 matchs avec les pros à Marseille en se contentant de courtes entrées en jeu. La direction a décidé de le prêter 1 an et demi à Sochaux, l'occasion pour lui d'être régulièrement titulaire en Ligue 2. Il est finalement libéré à l'été 2021 pour signer à Dijon, où il était souvent titulaire pour ses 6 premiers mois, avant d'avoir un temps de jeu moins important par la suite, et en étant surtout gêné par les blessures pour sa 2e saison dijonnaise. Il est maintenant sans club depuis l'été 2023. Certaines rumeurs parlaient cet hiver d'un potentiel retour à Marseille pour aider la réserve dans leur mission maintien, mais ça s'est finalement pas fait. À 26 ans, il est à la recherche d'un nouveau challenge et on lui souhaite de trouver un nouveau club dès cet été pour reprendre le fil de sa carrière. Paolo De Cegli est lui très souvent cité parmi les plus gros flops de l'histoire du club, des prestations catastrophiques en se permettant même de critiquer le faible niveau de la Ligue 1 alors qu'il n'a même pas réussi à s'y imposer, c'est assez cocasse quand on y pense. Malgré tout, c'est pas un flop qui est resté sur la durée, il est parti 1 an après son arrivée étant donné que c'était un prêt sans option d'achat, mais même si une option d'achat était intégrée, on l'aurait pas levé quoi qu'il en soit parce qu'il était catastrophique. Après ça, il est revenu à la Juventus pour honorer sa dernière année de contrat sans jouer le moindre match, ensuite il s'est retrouvé sans club pendant 6 mois avant de tenter de se relancer au Servette Genève en 2018, un passage freiné par les blessures même s'il était souvent titulaire et qu'il a marqué 2 buts et délivré 2 passes D en 11 matchs de 2ème division suisse. Libéré 6 mois plus tard, il va attendre 1 an et demi avant de tenter un dernier challenge au Miami Beach CF en 4ème division des États-Unis, un club avec qui il a négocié pendant pas mal de temps. Il signe un contrat de 3 ans avec l'objectif de préparer sa reconversion par la même occasion. Il met fin à sa carrière en septembre 2021 et aux dernières nouvelles, il a fait son retour à la Juventus, le club de sa vie, pour travailler avec l'académie du club en tant que responsable technique, tout en s'adonnant à sa passion de DJ amateur sur ses temps libres. Aleph était lui prêté par Ponte Preta lors de la saison 2014-2015, l'OM avait réussi à le convaincre alors que Rennes était aussi très intéressé. Son passage à Marseille n'a pas été concluant du tout parce qu'il a été gêné par les blessures, son adaptation n'était pas simple et malgré le soutien de Marcelo Bielsa, il n'a jamais pu intégrer le groupe professionnel. Il part à la fin de son prêt comme il était arrivé, dans l'anonymat le plus total. Ponte Preta le vend pour 750 000 € à Braga, mais son aventure portugaise ne sera pas bien meilleure. Seulement un match avec l'équipe professionnelle et une
poignée de matchs avec la réserve, avant d'enchaîner les prêts à Salal au Qatar, à l'Apollon Limassol à Chypre, à l'AEK Athènes et à l'Apoel Nicosie où il va engranger du temps de jeu. À l'été 2020, il est vendu pour 150 000 € à Fehérvár en Hongrie. Il a rarement été titulaire pendant les 3 saisons qu'il a passées là-bas, même si ses débuts étaient intéressants. Il est transféré gratuitement à São Bernardo en juillet 2023, un retour au pays qui n'a pas été concluant parce qu'il n'a pas joué le moindre match avec le club de Série C brésilienne. Logiquement, la direction a décidé de le libérer il y a maintenant 2 semaines. À voir maintenant de quoi sera faite la suite de sa carrière, mais ce qu'on peut dire c'est qu'il n'a pas confirmé son potentiel malgré de belles performances avec les U20 du Brésil, et notamment un parcours jusqu'en finale de la Coupe du Monde U20 de 2015. On enchaîne avec Karim Rekik qui avait signé à la demande de Marcelo Bielsa lors de l'été 2015, un transfert d'environ 5 millions d'euros pour le défenseur néerlandais qui avait été intéressant lors de son prêt au PSV Eindhoven et sur qui Manchester City avait misé quand il avait 17 ans et qu'il montrait son potentiel à Feyenoord. Malheureusement ça n'a pas fonctionné à Marseille, Bielsa le voulait absolument mais il est parti après le match face à Caen. Il a quand même eu du temps de jeu sous les ordres de Franck Passy sans trop de succès, puis sous Rudy Garcia il était souvent remplaçant ou latéral gauche pour dépanner. Je retiendrai son but face à Lyon sur un corner de Barada, le fameux match du retour de Valbuena au Vélodrome où il lui met un énorme tampon mais on y reviendra un peu plus tard. Après 48 matchs à l'OM, il est vendu au Hertha Berlin pour 2,5 millions d'euros, soit la moitié de ce qui a été dépensé pour le faire venir. En Allemagne, il a été titulaire indiscutable la plupart du temps sur les 3 saisons qu'il a passées là-bas, même s'il a parfois été gêné par quelques blessures. Il signe au FC Séville en octobre 2020, il a rarement été titulaire et a été blessé à plusieurs reprises. Au total, il a joué 70 matchs et a remporté l'Europa League en fin de saison dernière, en entrant pour une vingtaine de minutes face à la Roma. En juillet 2023, Séville a décidé de le vendre pour 2 millions d'euros à Al Jazeera aux Émirats Arabes Unis. Il est titulaire depuis son arrivée avec 17 matchs toutes compètes confondues, et il a un contrat qui court jusqu'en juin 2025. Petit point maintenant sur Gaël Andonian qui a passé 14 ans au club en y faisant toute sa formation. Il a principalement joué avec la réserve, avec les pros il n'a joué qu'une dizaine de minutes contre Lens sous les ordres de Marcelo Bielsa. Pour qu'il s'aguerrisse, la direction l'a prêté à Dijon pour la saison 2015-2016. Il n'a joué que 10 matchs sur la première partie de saison avant de disparaître des radars par la suite. Il s'était en tout cas illustré avec un doublé face à Niort. Dans la foulée, il a été prêté une nouvelle fois au mercato d'hiver 2017 à Veria en Grèce le temps de jouer 10 matchs en 6 mois. Il revient à Marseille en fin de saison avant d'être libéré de son contrat à l'été 2018. Après un an sans club, il signe à Ajaccio avec qui il ne jouera aucun match sur les 6 mois qu'il a passé là-bas. Ensuite, il a passé 6 mois à Martigues, une courte expérience aussi pendant laquelle il ne jouera qu'un petit match, avant de faire une saison à Aubagne sans jouer le moindre match. Il va enchaîner avec un passage à Andoum où il joue une quinzaine de matchs sur la saison qu'il a passé là-bas. Actuellement, il est du côté de l'UGA Ardziv en National 3. Il a signé là-bas à l'été 2022, ses débuts ont été tronqués par une blessure, mais il semble un peu plus épargné depuis fin 2023 en enchaînant les matchs. On passe à Steven Fletcher qui n'a pas laissé un grand souvenir à l'OM. Il a été prêté 6 mois pour épauler Michy Batshuayi sur le front de l'attaque marseillaise. Il a été souvent titulaire mais son bilan n'était pas top avec 3 buts et 4 passes D en 18 matchs pour 15 matchs comme titulaire. À la fin de son prêt, il a passé 4 saisons à Sheffield Wednesday en Championship. Il a joué un rôle important en mettant une dizaine de buts par saison. Par la suite, il a signé à Stoke City pour 2 saisons en jouant plus de 80 matchs pour 12 buts et 5 assists. À l'été 2022, il s'engage avec Dundee United en première ligue écossaise. Il a marqué 10 buts et délivré 6 assists en 38 matchs, mais il est parti en fin de saison. L'été dernier, il a rebondi en 4ème division anglaise en s'engageant avec Wrexham United. À 37 ans, il est rarement titulaire, mais il a quand même marqué 8 buts pour 10 matchs comme titulaire. À voir de quoi sera faite la suite de sa carrière, mais il se dirige tout doucement vers la retraite, après avoir joué quasiment 700 matchs en club et 33 matchs avec sa sélection. On termine cet épisode par un gros point sur la carrière de Mathieu Valbuena depuis son départ de l'OM, un joueur important de l'histoire récente avec 331 matchs sous le maillot olympien entre 2006 et 2014. Il fait partie de l'équipe qui a remporté nos derniers titres, il a aussi marqué des buts mémorables comme ses bijoux face à Liverpool et Dortmund en Ligue des Champions. Il quitte le club à l'été 2014 pour signer au Dynamo Moscou contre une indemnité de 7 millions d'euros, une très belle plus-value 8 ans après son arrivée, sachant qu'il a été acheté 800 000 € à Libourne et qu'il a été un joueur important tout au long de son passage. En Russie, il a fait une très belle saison avec 4 buts et 15 passes D, mais par la suite il a rapidement fait son retour en France, un an seulement après son départ, pour signer à Lyon contre 6 millions d'euros. Un retour vécu comme une vraie trahison par les supporters olympiens. On se souvient tous de son retour au stade Vélodrome où il a vécu un enfer avec la potence, les sifflets et les joueurs olympiens qui l'ont dégommé tout au long du match. Maintenant, pour revenir au sportif, il a joué 76 matchs avec 12 buts et 14 passes D au compteur en 2 saisons. À cette époque-là, il y a aussi eu l'affaire du chantage à la
sextape dans laquelle Benzema a été cité et qui a fait le tour de l'actualité. À l'été 2017, il est vendu à Fenerbahçe pour 1,5 million d'euros. Son aventure en Turquie sera plutôt concluante, 12 buts et 24 passes D en 71 matchs, toutes compétitions confondues, avant de signer à l'Olympiakos en 2019. En Grèce, il a joué 150 matchs en marquant 18 buts et en délivrant 43 passes D. Il s'est notamment illustré face à Tottenham en Ligue des Champions avec un but et une assist. Il a aussi été passeur décisif face à nous pour le but d'Hassan dans les arrêts de jeu il y a maintenant 4 ans. À 39 ans, il joue toujours, il a signé à l'Apollon Limassol à Chypre l'été dernier. Malgré son âge avancé, il joue toujours très régulièrement, 8 buts et 5 assists au compteur. Son contrat prend fin le 31 mai, à voir s'il sera prolongé, s'il tentera de trouver un dernier challenge, ou alors s'il décidera de mettre fin à sa carrière. Dites-moi dans les commentaires si vous avez toujours beaucoup de rancœur envers lui après sa signature à Lyon, ou si à l'inverse vous préférez retenir le positif et les belles saisons qu'il a réalisées chez nous. De mon côté, j'arrive à la fin de ce 4e épisode, j'espère que ça vous a plu et comme d'habitude, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir pour le référencement, de vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Si vous avez regardé cet épisode jusqu'au bout, écrivez Valbuena dans les commentaires. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là, je vous invite à aller voir les autres épisodes, les liens seront en description, en commentaire épinglé, et les 2 derniers qui sont sortis seront sur l'écran de fin de vidéo dans quelques secondes. Ciao, portez-vous bien, et surtout allez l'OM.